Merci Zélie, bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Comme chaque lundi, mes camarades Zélie d'Allemagne et ce soir Elisa Budin filment et répondent en direct à vos commentaires et à vos questions. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Zélie, bonsoir Elisa. Nous recevons ce soir le metteur en scène et deux des acteurs de la pièce Écube, pas Écube, présentée au Festival d'Avignon à la Carrière de Boulbon du 30 juin au 16 juillet, puis en tournée du 26 juillet au 30 janvier 2025. Voilà. Avant, c'est un marathon d'arrivée salle Richelieu en mai 2025. Voilà, vous allez vivre Écube, pas Écube pendant un an. Pendant presque un an. Une création hors les murs, très attendue. Bonsoir Thiago Rodriguez. Bonsoir. Vous êtes... je fais votre petit portrait, ça va être vite passé. Vous êtes acteur, metteur en scène, dramaturge, directeur du Festival d'Avignon depuis 2022. Vous êtes co-créateur avec Magda Bizarro de la compagnie Mundo Perfetto. Vous avez monté une trentaine de spectacles, tourné dans une vingtaine de pays. Vous avez obtenu un nombre certain de prix, de récompenses. Vous avez dirigé le Théâtre National Donia Maria II à Lisbonne jusqu'en 2021. Vous enseignez à Bruxelles, à Lausanne, au Portugal, à Lisbonne. Vous êtes également scénariste de films et de séries. Vous êtes poète, vous êtes essayiste. Écube, pas Écube, est votre premier spectacle ici à la Comédie Française. Bonsoir Elsa Lepoivre. Bonsoir. Alors, nos spectateurs, nos spectatrices vous connaissent très très bien. Vous êtes actrice de théâtre, de cinéma, de télévision, sociétaire du français depuis 2004-2007, interprète de grands rôles du répertoire, la baronne von Eisenbeck, je cite mes préférés, dans Les damnés, dirigée par Ivo Vonov, d'après Visconti. Vous avez dernièrement repris votre Lucrèce Borgia, sous la direction de Denis Podalides. Vous tenez ici le rôle d'une actrice en répétition qui joue Écube, cette femme, mère vengeresse, dans la pièce d'Euripide, qui parallèlement vit un drame et un combat personnel. Voilà. Bonsoir Loïc Corbery. Bonsoir. Alors vous êtes aussi sociétaire du français, coutumier également des grands rôles du répertoire. J'ai regardé, il y a quand même un certain nombre de jeunes premiers. Vous avez été Cléante d'Orande, Christian Perdican, vous avez joué Don Juan. Pas exactement un jeune premier, mais... Alors, dans ce spectacle aussi. Voilà, sous la direction de Jean-Pierre Vincent. Vous cheminez également avec votre camarade Clément Révieux-Léger. Vous êtes venus à cette table régulièrement tous les deux discuter avec nous. Il vous a notamment mis en scène dans le rôle d'Alceste du Misanthrope, que vous repreniez très régulièrement à Richelieu. Vous avez, vous aussi, travaillé avec Ivo Vanneau, et vous avez vu au cinéma... chez Jarmus, Wenders, Lucas Bellevaux et à la télévision également. Voilà pour les présentations. Thiago Rodriguez, peut-être première question pour vous. Vous mêlez dans cette pièce Écube, pas Écube, les enjeux d'une tragédie antique à ceux d'une tragédie d'aujourd'hui, à ceux de l'histoire d'une femme comédienne et mère prise dans des tourments qui... résonne parfois avec ceux de son personnage, Écube. Peut-être quelques mots sur la pièce d'Euripide, sur les grands thèmes de cette pièce qui est une tragédie classique. Est-ce que c'est la vengeance, la justice, la vulnérabilité qu'est-ce que, peut-être, avant toute chose, avant de parler de votre pièce, parlons de celle d'Euripide et de pourquoi vous allez convoquer cette pièce-là aujourd'hui. Plein de questions dans une question. C'est ce qui me passionne dans la pièce d'Euripide, de laquelle je ne vais pas faire le portrait dans le sens académique des grands sujets ou de l'interprétation littéraire de la pièce, mais plutôt de ma sensibilité. C'est la colère d'une mère par amour de son fils, comme une espèce de super pouvoir d'Écube. Et cette capacité d'accepter une vie violente, s'il le faut, par amour. Cette radicalité d'amour inconditionnel. Et ça me touche énormément dans cette pièce. Parce que c'est une colère, symptôme d'amour, et c'est ça qui ouvre la porte à une espèce de possibilité d'accepter la vengeance au lieu de la justice.
ou alors la vengeance au lieu d'une idée de justice comme celle qu'on conçoit aujourd'hui dans les règles de la justice et de l'état de droit. Et après, évidemment, il y a dans cette pièce aussi, avec cette protagoniste, reine devenue esclave après la chute de Troie, qui découvre que, évidemment, son mari Priam, le roi de Troie, il est mort, ses enfants, Paris, Hector, ils sont morts. Sa fille vient, au début de la tragédie, d'être sacrifiée sous la tombe d'Achille, qui vit tous ses malheurs, mais qui dit il y a quand même une ligne rouge. Et la ligne rouge, c'est le devoir d'hospitalité d'un ami, le roi de Thrace, un allié, qui devait protéger mon enfant et qui ne l'a pas fait. Et c'est une espèce d'invention du droit international avant la lettre, des droits humains ou quelque chose comme ça, du droit humanitaire, de dire que même les plus vulnérables, dans le pire moment, le moment le plus violent, même eux, ils peuvent exiger justice parce qu'il y a un droit à une justice élémentaire qui est ce qui fait que dans les pires moments, les humains peuvent encore être humains. Et cette question, elle me semble traitée avec une énorme beauté dans cette pièce. Et surtout après, c'est cette pulsion, cette mère qui accepte d'aboyer pour toujours s'il le faut, de crier pour toujours s'il le faut, de tout abandonner au nom d'un amour pour un enfant qui n'est plus, mais l'amour, il reste. Et cette puissance des mères qui est pour moi très présente chez Hécube, qui a fait que quand on a commencé à développer un peu l'idée de cette pièce, Hécube s'est imposé très très rapidement comme la pièce qu'il faudrait mettre sur laquelle je devrais écrire ou écrire à côté, parce qu'en fait j'écris pas à partir d'Euripide, j'ai écrit et on travaille entre les lignes d'Euripide et à côté d'Euripide et en dialogue avec... Concrètement, comment vous travaillez entre les lignes d'Euripide ? C'est-à-dire que voilà, le récit, le point de départ, c'est celui-là. C'est une femme qui s'appelle Nadia, qui est comédienne, mais qui est aussi mère d'un enfant porteur d'autisme profond, qui était maltraité dans une maison d'accueil de l'État, et elle porte plainte. Et tandis qu'elle porte plainte, elle est au théâtre en train de répéter Hécube, et elle vit, comme toujours, quand on joue... du théâtre dans l'aller-retour entre la fiction qu'on joue sur scène et la réalité de nos quotidiens, mais dans son cas, entre deux tragédies qui s'entremêlent. Et effectivement, elle vit entre les lignes de son histoire et celle d'Euripide. Et parfois, ces lignes-là, comme quand on retire nos lunettes, elles commencent à se mélanger un peu. Et je pense dans la vie de cette comédienne, parfois elles se mélangent et parfois elle choisit de les mélanger. Parce que ça fait partie de sa démarche, surtout de mère, mais aussi de comédienne, qu'elle puisse se mélanger. Et en travaillant au théâtre, évidemment, moi je ne suis pas tellement attiré par l'idée de raconter une histoire du théâtre, mais en travaillant au théâtre, évidemment, une bonne partie de ma vie est aussi faite d'observation de gens de théâtre. Et je pense que de la même façon qu'on peut faire du théâtre à partir du monde, en parlant d'un hôpital, en parlant d'une prison, en parlant des histoires qui se passent dans un café, on peut exactement faire la même chose avec des histoires qui se passent dans un théâtre, parce qu'un théâtre est rempli d'humanité, de problèmes connectés au monde. Et alors pour moi, inévitablement, raconter l'histoire d'une comédienne et de ses allers-retours entre la scène et la vie quotidienne veut dire parler de théâtre au théâtre, mais parler de théâtre au théâtre pour parler de la vie. Et pouvoir faire ça, évidemment, avec Elsa, Loïc, avec Eric, Sephora, Gaël, Elissa, Denis,
dans cette maison, c'est aussi pouvoir profiter d'une énorme richesse et diversité de théâtre en discutant qu'est-ce que c'est aussi d'être comédien, comédienne, d'être traversé par les fictions qu'on joue sur scène, de les transporter chez nous d'une certaine façon vers nos vies, et aussi nos vies vers la scène, et comment ces choses se croisent différemment à chaque personne, à chaque comédienne et comédien, mais inévitablement elles se touchent, et comment elles peuvent s'illuminer l'une à l'autre, la vie quotidienne et la vie de scène. Vous sortez de répétition. Ces allers-retours comme ça, ces séances de travail, vous voulez nous en parler un peu? Parce que c'est l'une des particularités de votre travail, c'est également d'écrire avec et pour les comédiens que vous embarquez dans vos projets, Thiaro Rodriguez. Donc vous faites l'expérience de cela pour la première fois, puisque c'est la première fois que voilà, la Comédie Française et vous travaillez ensemble. En tout cas, il y a le processus sur l'année. Ça, c'était formidable d'avoir une première session d'une semaine en décembre, début décembre, ensuite une deuxième en février. La première, c'était de lire d'ailleurs toutes les traductions, enfin pas toutes, mais enfin une partie, on en a lu 4 ou 5. D'Euripide. D'Euripide, pour savoir un petit peu quel langage on voulait mêler avec l'écriture de Thiago, qui avait tout le propos, mais voilà, les scènes n'étaient pas écrites. Je crois qu'on avait besoin de cette semaine-là pour faire connaissance, nous entendre, voir un petit peu les choses, les tempéraments, les prises de parole. On sentait qu'il s'imprégnait un petit peu de ce qu'il découvrait des uns et des autres. Et une fois qu'on a acté le choix, parce que d'un coup, il ne fallait pas que ce soit ni trop une version trop moderne pour qu'il y ait un vrai décalage en fait, de langage entre l'écriture de Thiago et puis comment le théâtre advenait, comment ça allait se mêler. Et pour ça, c'est reconnaissable aussi au son. Ça a été une première étape. Et puis la deuxième étape, Thiago est arrivé avec des scènes, un montage déjà, pas de tout, mais d'un bloc en tout cas. Et puis là, on a commencé à tricoter un petit peu, à voir un peu comment... Est-ce que, et ça c'était toutes les interrogations qu'on a un petit peu élucidées avec lui au fur et à mesure, est-ce que Euripide domine, est-ce que la pièce des cubes domine avec des scènes de vie de Nadia, ou l'inverse, est-ce que c'est au contraire ça disparaît derrière l'histoire contemporaine? Quel est l'équilibre de ça? Et aujourd'hui, ça y est, t'as fini à peu près il y a une dizaine de jours, vraiment à point à la L'écriture. Donc nous, ils nous voyaient fulminer en se disant « Vite, donne-nous le texte qu'on finisse de l'apprendre !» Parce que du coup, là, il y a tout le montage de la pièce, alors qui est très clair dans la tête de Thiago et de nous tous d'ailleurs. Mais maintenant, c'est comment on rentre dans le gras des scènes, avec la mémoire aussi, qui tout se superpose. Donc voilà, c'est des séances assez denses. On n'a pas appris le texte 2 mois avant, comme ça peut arriver dans d'autres projets. Là, tout naît en même temps, et ça fait des semaines magnifiques. Enfin, la semaine dernière et là, cette semaine, je dirais que c'est là où le spectacle est en train d'advenir, vraiment. On l'a tous en tête, mais là, c'est comme si ça prenait corps. Et ça a commencé la semaine dernière. Vous retrouvez, Loïc Corbery, des choses de vous, ou de ces discussions que vous avez eues, puisque l'auteur et metteur en scène s'adapte à la matière qu'il a en face de lui. Oui, sans doute, parce que je pense qu'il a, dans ces 2 sessions de travail qu'on a eues, on a eu l'occasion de se rencontrer, et autour des textes, mais même autour des heures de discussion qu'on a eues autour de tout ça. Ce qui était important aussi, c'était de se parler, de se raconter, finalement en parlant d'Euripide ou en parlant de l'écriture du texte à venir, on parlait beaucoup aussi les uns des autres de nous, intimement, de comment cette histoire pouvait, et Cube, et l'histoire qu'on raconte parallèlement à ça pouvait aussi... je me suis rendu compte que chacun se racontait beaucoup aussi dans la manière de parler du projet. Et je pense que Thiago, il a pioché aussi là-dedans, certainement inconsciemment, mais une matière à écrire pour nous. C'est rare dans cette maison... C'est un procédé tout à fait singulier. Je me plais à penser quand même qu'on arrive à créer un dialogue encore avec Molière, Marivaux, Shakespeare, un vrai dialogue. Je pense sincèrement à ça quand on se plonge dans leurs œuvres au quotidien ici. Mais c'est vrai qu'une écriture originale, c'est plutôt rare pour nous. Évidemment, il y a Euripide et Cube, mais il y a quand même... c'est agréable d'avoir l'auteur dans la salle à qui on peut poser directement les questions. C'est pas désagréable.
Qui n'a pas pas, des et qui n'a pas aléas toujours la terribles. Et qui n'a réponse. pas toujours la Qui n'a réponse. pas toujours, mais Ouais. qui est justement aussi Il vous pose extrêmement beaucoup de en questions, ouverture. justement. Ouais, puis tu rectifies. Enfin voilà, c'est vraiment un dialogue, quoi. Puis en plus, Thiago est évidemment l'auteur, mais aussi le metteur en scène. Là aussi, c'est un. Quand on est acteur, c'est un processus qui est un peu différent et qui est assez passionnant en fait. C'est assez passionnant de voir un homme écrire et mettre en scène son propre texte, parce qu'il est profondément metteur en scène aussi, même s'il se nourrit beaucoup, énormément, et de nous, et du présent. Je pense qu'il y a très peu de préalables, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu de préalables. Il fait avec le vivant et l'instant présent, beaucoup. Mais c'est... Voilà, se rentrer dans ce processus de travail d'un auteur, metteur en scène, ouais, c'est assez C'est-à-dire que c'est réjouissant. vous êtes aussi en train d'observer ça, sa façon de faire. C'est pas ce qu'on en parle, hein. C'est pas conscient. Non, on est juste dans le travail là, mais là c'est parce qu'on discute de tout ça et je me rends compte de ça. C'est des occasions assez rares dans cette maison dont la mission est plutôt d'explorer le répertoire. C'est rare de pouvoir se confronter à une écriture originale et à un metteur en scène qui met en scène son propre texte. Vous amendez votre texte au fur et à mesure des répétitions ou à un moment donné, ce texte voilà, s'arrête, ils l'apprennent et vous êtes à quel stade du texte ? Nous sommes au stade de pouvoir se dire que le texte est fini, alors qu'en fait on sait bien que il y a des choses qui peuvent encore changer. C'est juste que j'ai plus à écrire pour pouvoir dire que le texte existe. Alors a priori, aujourd'hui en rentrant, je ne vais pas me mettre à écrire ce que j'ai fait pendant voilà, les dernières semaines, parce qu'il y a le texte et maintenant il faut le travailler. Mais c'est vrai que tous les jours, on remet en question quelques phrases, on remet en question un bout de scène, et pas toujours pour couper ou pour rajouter, mais pour continuer à remettre en question. Parce qu'une des merveilles, évidemment, de pouvoir compter avec cette implication d'une troupe sur l'écriture, c'est que l'écriture du sens de ce texte les appartient. Et cela veut dire que parfois il y a un sens à écrire que le texte n'aide pas à écrire. Pour moi, le texte c'est du potentiel pour pouvoir jouer. C'est pas un but en soi. C'est juste la matière à partir de laquelle on peut travailler ensemble. De la façon que moi, avec mes qualités et mes fautes, je peux aider, contribuer à faire un spectacle. Et j'ai appris avec le temps que le texte, c'est la manière la plus riche pour moi, pour pouvoir après vivre ça, parce que c'est un texte où on reconnaît des morceaux plus ou moins conscients qui répondent à des choses qu'on a discutées ensemble, qu'on a vécues ensemble, qu'on a essayé ensemble et qui sont là dans le texte, mais qu'on reconnaît différemment parfois, d'où elles viennent. Après, moi, je commence à oublier très vite d'où viennent les idées, d'où le texte voilà, commence à devenir scène et on veut juste rajouter des couches et on veut continuer à inventer. Et ça veut dire que le texte peut souffrir des conséquences de notre envie de continuer toujours à inventer. Mais c'est vrai que là, on est à un endroit à 3 semaines de la première, si j'ose le dire. On est à un endroit... Comme si ça allait vous parler ma portée malheur. Non, alors on est le 10, c'est le 30. Non, Voilà. la mettre de pression. On est à un endroit d'invention, mais aussi de traduction, dans le sens de, on essaie de traduire en jeu, en proposition, des choses qu'on a déjà à peu près compris, mais que maintenant il faut formuler, continuer à jouer, mais ça vient avec de l'invention toujours. Et ce qui était très riche dans ce processus, c'est qu'il y a plusieurs façons dont la troupe est présente dans le texte. D'un côté, c'est déjà mon souhait d'écrire pour chacune et chacun à mesure. Ça ne veut pas dire écrire comme si c'était un gant à mesure. Parfois, il manque un doigt, mais c'est fait exprès pour créer un obstacle qui peut produire quelque chose d'une réponse créative d'une comédienne, d'un comédien, mais c'est écrire pour cette personne aussi, pas seulement
la comédienne ou comédien que moi j'imagine qui est cette personne, mais aussi la personne avec notre rapport, quelque chose qui m'était dit, une préoccupation qui était exprimée. On lisait Euripide, on parlait de justice dans la société, et soudain quelque chose a dit ça, et moi j'ai dit ouais, voilà, on va explorer ça, etc. Et c'est ce roman épistolaire, cet aller-retour entre écrire pour, voir jouer, réécrire, voir jouer de nouveau, ou lire, discuter, qui est un peu la matière de travail pour qu'après un spectacle puisse émerger. Il émerge vraiment, Loïc disait ça, et moi j'ai jamais de spectacle en tête au début, j'ai en tête ce qu'on va travailler demain au mieux. C'est pas... J'ai une idée pour la répétition de demain. Ce qui me donne le plaisir, c'est organiser le rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire demain, pourquoi, avec qui, comment. Mais pour arriver à quel spectacle, je ne sais pas, le spectacle sera un résultat de tous nos rencontres entassées. À un moment, il y a un peu de texte, à un moment, il y a déjà un décor, à un moment donné, on commence à jouer debout, à un moment donné, il y a d'apprentissage par cœur, et après, le spectacle sera un portrait plus ou moins fidèle, plus ou moins réussi de cette séquence de rencontres. Et ce que j'adore préparer, c'est le rencontre, même si j'adore le spectacle, mais comme je ne sais pas quel spectacle on est en train de faire, je prépare le prochain rencontre, en faisant confiance quand on est entouré de gens plus talentueuses et compétentes et brillantes que nous, il y a toujours quelque chose de bien qui va se passer à la fin. Mais au moins, on a fait gaffe que le temps vécu ensemble était un temps précieux et joyeux. Et après, le reste, c'est aussi c'est le plaisir de faire du théâtre ensemble. J'y crois énormément, et je ne dis pas ça comme une forme d'apaisement, mais je pense que le plaisir de faire du théâtre, c'est presque une responsabilité pour nous, dans le sens que nous faisons partie de la très petite minorité de gens au monde qui ont le droit à faire ce qu'ils aiment. Alors il faut profiter, il faut avoir du plaisir. Et ça, je m'occupe beaucoup plus d'organiser ça, peut-être trop, que le spectacle à venir, il viendra. Vous parliez de roman épistolaire, c'est quand même une correspondance polyphonique, parce qu'effectivement, il y a cette troupe, en tout cas une partie de la troupe, cette distribution que vous avez choisie. Il y a une particularité à travailler avec cette troupe de la Comédie Française, puisque c'est votre première collaboration. Il y a un background historique, patrimonial, il y a le répertoire. Votre texte, aussi plastique et mobile soit-il, va finir dans le répertoire, puisque vous jouerez ce texte salle Richelieu, c'est la règle. Je ne sais pas, est-ce que cette expérience avec la troupe, je vous ai entendu en parler par ailleurs, de cette troupe, et est-ce qu'elle a des caractéristiques? Vous parlez devant eux, hein, donc vous pouvez... Ils entendent. Au-delà du fait qu'ils soient très très talentueux, mais est-ce qu'il y a une matière de travail différente? Est-ce que le fait qu'ils se connaissent aussi bien? Oui, il y a plusieurs choses qui sont particulières. Évidemment, le préambule, c'est la Comédie Française, avec son histoire, son importance et la façon dont je prends mesure de la responsabilité de travailler avec et pour la Comédie Française. Cela dit, il y a l'idée d'ensemble et de troupe et de famille théâtrale, et moi je crois qu'il y a un théâtre qu'on n'arrivera pas à faire sinon avec l'existence de maisons et de familles théâtrales comme celle-ci. Je parle dans théâtre qui me fascine à moi, un théâtre de textes et d'acteurs, de comédiennes et comédiens, un théâtre de personnes au premier plan, où il y a des formes et d'esthétiques qui émergent, mais il y a cette chose très ancestrale et en même temps encore d'une immense richesse aujourd'hui, qui est une famille d'acteurs qui s'emparent d'un texte et qui se confrontent à un public comme la priorité à laquelle peuvent se rajouter après les multiples esthétiques et visions, mais comme un point de départ, une source de théâtre. Et après, avec cette caractéristique d'un ensemble là,
Elsa et Loïc, ils vont me pardonner parce que la pudeur qui marque nos rapports fait que pour faire un éloge, on doit faire 3-4 blagues avant et je vais pas faire les blagues, je vais direct à l'éloge. Mais déjà, c'est une équipe de comédiennes et comédiens absolument exceptionnels, mais c'est aussi un ensemble. Et ça, c'est... on parle souvent de qu'est-ce qu'ils sont rapides à arriver là. Et c'est vrai. Il y a une espèce de rapidité que Elsa appelait aujourd'hui être toujours dans le présent du jeu, être toujours prêt à jouer parce qu'il y a plusieurs pièces à jouer, etc. Mais il y a cette rapidité athlétique individuelle, mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension d'orchestre, la dimension d'ensemble, cette capacité à être une famille qui se comprend très bien et qu'avec très peu de signes arrive très très vite ensemble à une même chose. La profondeur de ce qu'on peut construire en répétition, en travaillant de cette façon, elle est précieuse et inestimable pour le théâtre aussi à venir et les esthétiques encore à inventer. Et c'est pour ça que je suis très défenseur de maisons d'ensemble. Et ici, on est dans un lieu phare de cette idée de maison d'ensemble. Et après, finalement, au-delà de tout ça, troupe exceptionnelle, l'ensemble, la comédie française, ce qu'on pourrait dire qui sont des valeurs que moi je porte et le privilège de m'inscrire dans une histoire, il y a une dernière chose qui pour moi est peut-être la plus précieuse, car là par exemple je travaille, vous l'avez dit, je travaille pour la première fois avec tout le monde, c'est la première fois pour moi de ma vie que toutes les comédiennes et comédiens de l'équipe, de la distribution, sont des personnes avec lesquelles je travaille pour la première fois. Alors moi, je me préparais pour avoir un temps de adaptation, de connaissances, etc. Et après, je sais pas, 3-4 jours ensemble, pour moi, c'est et je l'ai dit aujourd'hui, ce matin, c'est le plaisir que j'avais 21, 22, 23 ans, de m'échapper vers une cave avec des copains du conservatoire pour répéter à partir de minuit parce qu'on a hâte que la répète commence, parce qu'on veut juste faire du théâtre ensemble. Et c'est ça que je ressens un peu dans la ligne 14 quand je viens à la Comédie Française et je sors à Pyramide. C'est un peu, je sors de Pyramide, je dis il y a que encore 200 mètres et je serai à la répète. Et cette plaisir, c'est une plaisir qui fait partie de cette maison avec tout, parce qu'il y a une implication énorme de tous les services, soit techniques, soit autres, à nos côtés, etc. Mais c'est aussi vraiment un trésor dans le sens où toute cette construction, et on le sait bien, et c'est parfois le préjugé qu'on peut avoir vis-à-vis d'une grande institution historique, c'est que toute l'histoire, tout le poids du patrimoine, toute l'organisation et le professionnalisme tuent d'une certaine façon ce plaisir presque adolescent de « Ah, allons-y !» essayons, faisons du théâtre ensemble. Et moi, je le ressens très très fort en venant ici travailler. Vous avez ce plaisir adolescent de faisons du théâtre ensemble. À chaque projet, on essaie de trouver ça. Et parfois, c'est avec certains metteurs en scène, metteuses en scène, c'est plus ou moins facile à développer. Mais avec Thiago, c'est l'évidence de ça. Parce que c'est ton tempérament, tu aimes travailler comme ça. Enfin, voilà. Donc là, il y a quelque chose, c'est un texte, on est dans une tragédie, mais on travaille vraiment dans la douceur et le plaisir. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, c'est un texte qui joue sur plusieurs territoires. Il y a à la fois celui de la réflexion, il y a quand même une question d'engagement. En tout cas, il y a un format un peu politique, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Vous ne faites pas l'impasse sur cette... En tout cas, moi, c'est mon ressenti, mais je ne crois pas que vous fassiez l'impasse sur l'émotion. C'est un texte qui s'articule sur des tas d'axes différents. C'est un texte qui s'articule aussi sur 3 mondes, celui quand même du texte des cubes, parce que parfois on est plongé dans un monologue, on est dans un théâtre tragique, et puis on saute sur une répétition et on part dans le monde du théâtre, celui que vous décrivez avec plaisir, avec bonheur, et puis on repart du côté de l'enquête judiciaire, qui est
plus concrète, plus réelle. Comment est-ce que toute cette mécanique que vous décrivez, ce grand théâtre et tous ces professionnels, ces techniciens, comment est-ce que la mécanique du théâtre vient servir cette articulation très complexe finalement, qu'est ce texte voilà, déjà sur 2 histoires, plusieurs mondes, c'est compliqué ma question, hein, je vois. Non. Mais non, comment est-ce que finalement, comment est-ce que la mécanique du théâtre vient tenir tout ça Ça a été un peu on le pressentait, mais la semaine dernière, d'arriver sur le plateau, ça fait 2 semaines, la deuxième semaine. D'arriver sur le plateau de Richelieu. Et donc de commencer même un travail presque de détail, puisqu'on avait beaucoup travaillé sur le texte à la table avant, donc il y a eu un saut, donc une étape, mais on s'est rendu compte que c'est pas la mécanique en question, elle est dans l'écriture, mais on n'a pas forcément à la prendre en charge, nous, dans la fabrication du spectacle lui-même, en fait. Justement, le but, et c'est ça, c'est le temps qui nous reste pour sentir l'organique du spectacle, c'est que les coutures, elles vont pas se voir. C'est justement qu'on passe d'un monde du tribunal au monde tragique Euripide, au monde tragique de Nadia seule, et que ces problématiques-là, elles se tricotent, elles s'imbriquent les unes dans les autres sans qu'on les voit venir, ou alors que tout à coup on les désigne, mais juste la simplicité d'un chœur, d'un coryphée qui dit juste « Ah bah là, regardez, vous assistez à ça », ça suffit. Il n'y a pas besoin de l'indiquer et de le surligner autrement. Donc en fait, il y a quelque chose de complètement fluide, sans couture. Avec des changements à vue. Des changements, la lumière aide. Après, tous les arts concernés pour faire un spectacle sont mobilisés. Donc un coup, ce sera une lumière qui indiquera un autre espace. Un autre moment, c'est le chœur qui créera une transition. D'autres moments, c'est le personnage de Nadia qui va prendre le pouvoir et qui dit non, là, je décide de plus être dans Euripide, là, je décide d'être ailleurs. Voilà, après, c'est les choix qu'on fait dans la dynamique du spectacle lui-même pour qu'il avance. Mais donc, c'est très simple, en fait. Le processus, il est très simple. Et paradoxalement, il est de plus en plus simple, en fait. C'est-à-dire au fur et à mesure des répétitions. Étrangement, là où au départ on avait Euripide, on avait Thiago Rodrigues, plus ça va, plus les frontières entre ces 2 langues, ces 2 répertoires se dissolvent. Plus ça va, plus c'est une seule et même matière dans laquelle nous on danse, on navigue, mais oui, en ce moment les frontières sont en train de s'abolir entre les langues notamment, parce que ce sont 2 langues différentes. Mais il y a une forme de poésie très forte dans l'écriture contemporaine de Thiago Rodrigues aussi. Bien sûr, et bien sûr, mais sauf qu'il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, et on pouvait se dire on va prendre en charge la poésie, le tragique chez Euripide, et l'écriture de Thiago va nous faire du bien pour naviguer avec tout ça. Finalement, tout ça est en train de se superposer, pas de se mélanger d'ailleurs, de se superposer et de se nourrir l'un l'autre. Et résultat, ça rend les choses même encore, de plus en plus claires. Les frontières s'abolissent et tout paraît de plus en plus clair. Par quelle magie? Comment est-ce que vous sentez, je sais pas, est-ce que ça passe par les décors, par les costumes, ça passe par la langue, la mémoire aussi, là on parle de la mémoire. La mémoire, bien sûr. C'est mieux son texte. La liberté de la mémoire, c'est ce qui nous rend le plus libre. Enfin, je veux dire, c'est ça, la liberté de l'acteur, elle est aussi à un moment donné quand le texte, on n'est plus en train de penser à la suite. Et ça, moi j'ai hâte d'être dans on commence tout doucement à arriver à ce stade, mais pas encore. Mais ça va être le très savoureux. Stress savoureux ou ça va être très savoureux? Ça va être très savoureux. Très savoureux. Mais Elsa parle de liberté. Moi, je me suis rendu compte que c'était la valeur cardinale à essayer de conserver pendant tout le travail, en fait. Tu te rends compte, peut-être je me trompais, mais j'avais vu Bayard, j'avais vu Bovary, j'avais vu Dans la mesure de l'impossible. Précédente mise en scène de Thiago et des textes de lui. Je sentais que c'était un endroit de travail qui nécessitait du jeu, du vivant, constant, de la dissidence presque. Par rapport à soi-même en tant qu'acteur ou presque par rapport au travail. De ne pas être trop respectueux. Ni d'Euripide, ni de Thiago, d'arriver de temps en temps comme un cheveu sur la soupe à un moment donné, et puis après il prend pas, il fait avec ce qui se passe, et le bonheur c'est que souvent, quand il y a du jeu, il prend, mais de se sentir, pas la doigt sur... Il y a des metteurs en scène avec qui, et c'est très beau comme ça,
C'est pas un jugement de valeur. Il y a des metteurs en scène dont le travail demande une grande rigueur, une grande attention, une grande concentration. Le travail de Thiago, il demande évidemment ça, mais en préalable, une grande disponibilité à l'instant présent de chaque moment, de chaque répétition. Et je pense de chaque représentation après, mais je me suis dit, c'est ça en fait, c'est la clé pour entrer là-dedans, c'est ça, c'est de se sentir totalement libre. Après, il nous dira oui ou non, mais en tout cas, proposons. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il se pose la question des représentations. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui va vous arriver, en fait. Si, parce que je pense que le travail va être suffisamment solide, pardon, je pense que le travail va être suffisamment construit pour qu'on sache, pour qu'on soit pour qu'on ait une grande liberté, mais qu'on ne dévie jamais des rails, je pense. C'est le but du travail. Hein. Cette histoire de liberté, Thiago Rodriguez, vous voulez Je pense commenter ? Les comédiennes et les comédiens sont propriétaires du spectacle, dans le sens que moi, je me sens plus sur le soutien de recherche de solutions et des trouvailles nécessaires pour continuer à nourrir le spectacle que de avoir le chemin correct à pointer, car je ne le connais pas. Et en plus, comme j'ai pas de but de faire ce spectacle et pas un autre, moi j'ai juste le but de travailler ensemble et laisser qu'un spectacle émerge. Honnêtement, je sais pas à quoi le spectacle va rassembler, et dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis c'est le demain ou l'aujourd'hui qui m'intéresse. C'est quoi la question aujourd'hui? Ah, attends, c'est dans ce parcours-là, à ce moment de cette scène, il y a ce problème-là, discutons, parce que, et si on essayait comme ça, et après on voit comment ça colle avec le tout, il y a un autre problème qui émerge, et ça c'est la répétition de demain, parce qu'aujourd'hui on a attaqué un problème, mais en fait on n'attaque pas les problèmes pour nous discipliner ensemble à arriver à cette idée-là. On attaque les problèmes parce qu'on les identifie, parce qu'on aime bien travailler là-dessus, on travaille là-dessus, et après, quelque chose va émerger. Et ça veut dire aussi qu'après la première, chacune et chacun va continuer à identifier des problèmes, la conversation collective, elle continue, et la forme du spectacle, plus ou moins cristallisée, elle va continuer à inévitablement bouger. Et dans cet espace que je souhaite aussi d'une certaine liberté, la liberté pas perdue, pas la liberté totale de pouvoir tout remettre en question, mais la liberté de pouvoir continuer à inventer et à réfléchir et à avoir des idées, tandis qu'on joue ce jeu-là qu'on a décidé de jouer ensemble. Je pense que ça, c'est plutôt la clé pour pouvoir maintenir un spectacle vivant, ou ce spectacle vivant. Après, encore une fois, je fais pas de jugement de valeur. Combien de fois j'ai rêvé d'être cet artiste qui a la vision du spectacle et qui peut aider toute l'équipe à arriver à cette image-là. Mais je manque ce type d'imagination. C'est pas que je manque d'imagination, mais ce type d'imagination, j'ai pas vraiment. Je veux juste continuer à répéter, à écrire et à discuter. C'est juste qu'après, il faut avoir une date de première et le travail doit être partagé à un moment donné. Pourquoi avec le public, et on l'adore. Rêvé parce que parfois ça inquiète, c'est vertigineux pour un acteur, pour une actrice. Ça peut être vertigineux, cette méthode. Aussi pour moi, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. On a commencé à travailler ensemble. C'est pas quand même que j'avais un projet à présenter, j'avais une idée de spectacle, mais j'ai toujours a priori, ce que j'ai, c'est une façon de travailler ensemble que je propose, et même ça, c'est plutôt des principes. C'est pas que voilà, Sophie Bricker qui fait l'assistance à la mise en scène dans ce spectacle et qui est d'un énorme accompagnement et rigueur. Je sais pas combien de versions elle a fait déjà du calendrier de répétition de ce spectacle que j'ai jamais respecté, parce que on essaie de faire des découpages. Ce jour-là, on va travailler ça. Ce jour-là, on va travailler ça. Mais il y a des scènes de 2 minutes qui nous durent 3 jours à résoudre, et après, on peut avoir une scène de 20 minutes qui se fait comme ça, comme un éclair, quoi. Il faut aussi prendre le temps
juste laisser le spectacle évoluer et identifier à chaque moment où on est. Là, on n'est plus, et je veux rassurer Elsa et Loïc et tout le monde, je suis plus au moment d'écrire la pièce. On est au moment où on l'a appris déjà par cœur. Les changements sont respectueux de cet apprentissage par cœur pour qu'on puisse gagner de plus en plus de fluidité pour arriver à cette liberté où la troupe est force de proposition sans l'inquiétude de est-ce que j'ai bien dit mon test, et ça c'est le moment où on arrive, où on peut jouer presque les yeux fermés en sachant que l'autre sera là et ça va bien se passer, etc. Et c'est encore une autre forme de plaisir et surtout pour moi à regarder parce qu'on peut travailler sur le détail en regard, en geste, en déplacement de 2 pas, et ça c'est encore une autre forme de plaisir parce que j'arrive à voir le spectacle avant la première, quelquefois avant le public et avoir ce privilège. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fascinant de savoir que Écube est un appui, mais qu'en fait la pièce elle est née de son imagination et ça c'est fascinant quand même. Pour vous ? Oui. Justement, quand tu parles du répertoire, cette matière-là. Quand tu connais une pièce voilà, mais là d'un coup, on est arrivé sur un projet sans savoir, et l'écriture n'était pas faite. C'était. Il y a une vraie curiosité, j'imagine, pour vous, oui. Au-delà du goût du jeu. Oui, et puis de la nature du texte de Thiago, de comment ça se tricotait, et tout ça, on avance sereinement. Et ça se bâtit avec l'état d'esprit dont parle Thiago. Vous parlez beaucoup du plaisir de faire du théâtre et de jouer. C'est vrai. C'est un cadeau que vous faites aussi aux spectateurs parce qu'il y a une part de cela dans le spectacle, puisqu'il y a des répétitions, vous donnez c'est drôle, c'est généralement cette part-là des coulisses, les gens adorent voir ce genre de choses, c'est un cadeau plutôt sympathique. Est-ce que ça induit dans la réception du public, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose, que vous donniez à voir une partie de votre travail, c'est réaliste ou c'est de la fiction, on n'en sait rien. Le personnage de l'acteur joué par Denis Podalides qui fait des commentaires sur ce pauvre Euripide, etc. Vous jouez quand même avec le public sur ces passages-là, non ? Oui, c'est les passages de répétition. Sans être dans les caricatures. C'est suggéré sur le monde du théâtre, le monde d'une troupe, les problématiques d'une actrice au travail, et sans alourdir, justement, c'est ce qui met un peu d'air au sujet qui est quand même particulièrement tragique. Mais c'est vrai que sans être didactique, l'écriture de tout le texte original de Thiago, il permet aussi... et du début, soit de manière très légère, soit de manière plus grave. Mais, vous parliez d'émotion tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est assez pudique avec l'émotion, tant mieux si... Il y en a de l'émotion. Tant mieux si en face de nous, il se passe des choses. Mais j'ai l'impression qu'au plateau, avec des moments évidemment particuliers pour les uns et les autres, mais on se tient assez, on est assez pudique par rapport à ça. Mais il y en a aussi, mais aussi des choses légères. Mais l'écriture de Thiago, elle permet de donner un écho parfois assourdissant à Euripide aussi. C'est cette chose-là aussi qui est assez... moi, je me rends compte, de temps en temps, je suis sur le plateau et j'entends Elsa dire... Le texte Écube. Le texte Écube, le texte d'Euripide, mais parce que Thiago a juste écrit une situation avant, ou a tissé quelque chose juste en amont, tout d'un coup, ce texte prend une dimension plus assourdissante. Un écho... qu'on aurait pu évidemment comprendre d'une manière très intellectuelle, très cérébrale, s'il y avait eu juste ça. Mais là, c'est juste simple, viscéral, immédiat, concret, au présent. Alors, c'est un spectacle que vous allez jouer donc à Boulbon, à Avignon, dans un site tout à fait particulier dont vous allez nous parler. C'est un spectacle ensuite qui va tourner dans des salles. C'est un site extérieur, donc ensuite dans des salles, à l'intérieur, dans un certain nombre de théâtres et de pays, et puis qui va atterrir à Richelieu. Bon, vous l'avez déjà un peu éprouvé sur cette salle-là, mais il faut quand même imaginer quelque chose d'un peu plastique pour pouvoir se transformer comme ça en fonction des sites où vous allez jouer les unes et les autres. Boulbon, c'est quoi déjà ? C'est une carrière ? Boulbon, c'est la carrière Boulbon qui était investie pour un spectacle pour la première fois en 85 par Peter Brook,
à l'invitation d'Alain Crombecq, qui était à l'époque le directeur du Festival d'Avignon, et où il a créé le Marabarata, et depuis 1985 est devenu un des lieux mythiques de présentation de spectacles du Festival d'Avignon, qui était fermé pendant à peu près 8 ans et récupéré depuis l'année dernière de nouveau comme lieu de présentation de spectacles, et qui me paraît voilà, déjà un décor génial pour n'importe quelle tragédie grecque, parce qu'il y a le mélange de monumental, austérité et beauté que c'est peut-être voilà, l'image mentale que j'ai de n'importe quelle tragédie grecque. On pourrait jouer toutes les tragédies grecques d'affilée pendant un festival entier juste à la Carrière de Boulbon. C'est pas peut-être une mauvaise idée, mais je peux imaginer, je vois pas de tragédie grecque qui ne pouvait pas se jouer à Boulbon. Après, dans notre cas là, parce qu'on joue pas écube intégral, c'est d'affirmer que en sachant aussi qu'on va la présenter à Épidore, c'est presque comme présenter théâtre antique, son sol voilà, propre. dans un habitat naturel pour Euripide, Euripide chez lui. Ce qu'on a essayé de travailler, c'est ça, c'est la dominance de, disons, l'esthétique tragique, cette austérité, cette monumentalité, alors que 2/3 de la pièce se passe dans des lieux qui, a priori, pourraient être illustrés d'une façon très réaliste, en cabinet d'un procureur, la plupart du temps, une salle de répétition d'un théâtre. Mais en fait, on fait que tout se passe dans un espace tragique. Et voilà, et c'est des éléments très très simples. Moi, je me dis toujours, c'est le prochain spectacle, j'aurai de la pyrotechnie, de la vidéo et je finis toujours à avoir un élément ou deux de décor, quelques tables et quelques chaises. Voilà, je sais pas faire. Ouais, je suis entouré de grands artistes qui regardent et pensent visuellement, musicalement le spectacle, mais au moment de faire des choix, je vais inévitablement vers une forme de simplicité apparente, parce qu'après, je pense que derrière la simplicité se cache de grandes complexités dramaturgiques, mais une espèce de simplicité apparente qui permet d'avoir les personnes, les comédiennes et les comédiens au premier plan, avec de la littérature et de l'esthétique dedans, mais les personnes au premier plan. Et là, c'est ça, il y a un grand élément de décor, une statue qui est dévoilée à un moment donné pendant le spectacle. Il y a après quelques éléments de décor, mais qui ont cette plasticité, parce qu'ils ne sont pas une construction, c'est des éléments qui peuvent se placer à des proportions différentes et qui, on espère, seront... les costumes aussi, les silhouettes, l'espace plutôt clair de la Carrière ou d'Épidore. Voilà. Et la Carrière, on ne jouera pas sur une scène, on sera sur le sol de la Carrière de Boulbon et la même chose à Épidore, sur les pierres du théâtre antique. Voilà, il y a quelque chose qui était imaginé pour ce lieu, alors qu'elle était construite la plupart du temps ici à la salle Richelieu, alors aussi imaginée pour la salle Richelieu et dont les salles à l'intérieur où ça va tourner. Ça exige une certaine flexibilité, mais je pense que ça a exigé surtout une certaine simplicité, parce que c'est une pièce d'évocation surtout. Je pense qu'on dit que quelque chose est, dont cette chose est, visible ou pas, elle est. Je pense qu'à Boulbon, le plus fascinant ne sera pas comment on va utiliser l'espace pour placer les choses, c'est combien d'inventions on va pouvoir faire avec tellement d'espace vide autour de nous. Et ça me... Ce qui ne sera pas, parce qu'il y a plus de largeur et plus de profondeur que dans la salle où on est en train de répéter, c'est ce qui m'enthousiasme le plus. Ce qu'on pourra imaginer qui n'est pas là. C'est une aventure, cette tournée, en fait, cette création dans les murs. Et ça va vous emmener toute l'année. Une bonne partie de l'année. Une bonne partie de l'année, Mais ce qui va changer,
On parlait de la disponibilité tout à l'heure, à l'instant. Là, déjà, j'ai l'impression quand on est en salle de répète, on travaille pour la salle de répète. Quand on est en Richelieu, on travaille pour le plateau de Richelieu. Et puis, on va bien voir quand on va arriver à Bourbon. Ce qui va être passionnant, je pense, pour nous, comme c'est un théâtre où il n'y a pas de quatrième mur, où finalement, on essaie d'être dans un vrai dialogue, un vrai échange avec le public. C'est ça il va falloir nous faire attention à chaque fois qu'on ait 800 spectateurs ici ou 12 000 à Épidore ou 3 en salle de répétition, qu'à chaque fois on essaie d'établir un vrai rapport. Et je pense que cette chose-là va être passionnante. Parce que ce rapport-là, il fait partie de la pièce. Fait partie du théâtre. Oui, de la pièce, mais du théâtre de Thiago, et j'ai envie de dire du théâtre tout court. Mais oui, bien sûr. Merci. Je crois qu'il est l'heure. Merci à tous les 3. Écube, pas Écube. On n'a pas dit pourquoi ça s'appelait comme ça, vous le découvrirez. Texte et mise en scène Thiago Rodriguez avec Éric Genovès, Denis Podalides, Elsa Le Poivre, Loïc Corbery, Gaël Camille Lindy, Elissa Aloula et Sephora Pondy pour les chœurs. Au Festival d'Avignon du 30 juin au 16 juillet, en tournée du 26 juillet au 30 janvier. Ça nous emmène dans un autre monde, des salles Richelieu en mai 2025. La semaine prochaine, Judith Chêne, ma camarade, animera une émission consacrée au projet éducatif de la Comédie Française. En attendant, excellente semaine à toutes et à tous. Bonjour Sophie.